Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode, et aujourd'hui, je te propose de revoir complètement ta façon d'apprendre et de réviser. Si tu passes des heures à surligner, à ficher et à relire ton cours sans fin, alors cet épisode est fait pour toi. Attends-toi à apprendre pourquoi relire ses notes est inutile, quelles sont les méthodes pour réviser efficacement, comment améliorer ton attention, quelles sont les habitudes des étudiants qui excellent, comment développer une vision du futur, pourquoi l'état de flow que beaucoup recherchent est en réalité à bannir, et bien plus encore. À la fin de cet épisode, tu auras tous les outils nécessaires pour améliorer tes révisions et avoir de meilleurs résultats tout en travaillant moins. Je finis l'épisode en expliquant en détail mon système de révision, et crois-moi, même s'il demande un peu d'organisation au départ, il va te permettre de gagner un temps fou sur tes révisions tout en améliorant ton apprentissage. Si tu révises au fur et à mesure tes cours, alors tu sais déjà sûrement l'enfer que c'est de se rappeler quand alors tu sais déjà sûrement. Alors tu sais déjà sûrement l'enfer que c'est de devoir se rappeler quand est-ce que l'on a révisé tel cours. Et je suis sûr que la plupart du temps, tu oublies et tu te retrouves à devoir réapprendre le cours complètement. Ou à l'inverse, tu stresses tellement sur le fait d'oublier un cours que tu le révises tous constamment et cela doit te prendre un temps fou. Alors écoute-moi bien. Surtout si tu as déjà l'habitude d'apprendre tes cours au fur et à mesure, le système que je te présente va te permettre de gagner un temps fou tout en supprimant ton stress. Alors je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin de l'épisode et d'essayer le système. Et crois-moi, ça va changer ta manière de réviser. Dans le cadre de notre discussion sur l'apprentissage, nous allons avoir besoin d'aborder et de comprendre le concept de neuroplasticité. La neuroplasticité désigne la remarquable capacité du cerveau à se remodeler et à s'adapter en réponse aux expériences vécues. Contrairement à l'ancienne conception selon laquelle le cerveau devenait figé après l'enfance, les recherches contemporaines montrent qu'il conserve tout au long de la vie cette faculté de transformation dynamique. Cette plasticité neuronale s'opère principalement à travers trois mécanismes: le renforcement des connexions synaptiques, leur affaiblissement et la création de nouvelles connexions entre les neurones. Pour comprendre pleinement ce processus, il convient d'examiner les acteurs fondamentaux du système nerveux, les neurones. Un neurone est une cellule nerveuse hautement spécialisée qui communique avec d'autres neurones par le biais de signaux électrochimiques. Ces communications entre neurones se jouent principalement au niveau des synapses. Lorsqu'un neurone génère un signal électrique, il déclenche la libération de neurotransmetteurs, des molécules chimiques qui traversent la fente synaptique pour se lier aux récepteurs du neurone voisin. Ce processus peut soit exciter, soit inhiber le neurone récepteur, modulant ainsi l'activité cérébrale. Les principaux mécanismes à l'œuvre dans l'apprentissage et la mémorisation reposent donc sur deux dynamiques complémentaires: le renforcement ou l'affaiblissement des connexions neuronales existantes, ainsi que la formation de nouvelles connexions. Contrairement à l'idée répandue selon laquelle l'affaiblissement des connexions correspond nécessairement à une perte de capacité ou à l'oubli, il faut souligner que cet affaiblissement est souvent bénéfique et fait partie intégrante du processus d'acquisition de nouvelles compétences. Prenons l'exemple d'un enfant de 2 ans qui essaierait d'attraper une cuillère et de la mettre dans sa bouche. Le mouvement va être approximatif et imprécis, il va probablement s'en mettre de partout. Or, croyez-le ou non, le développement de la précision motrice que l'on peut observer entre un adulte et un bébé consiste principalement en la perte de connexions synaptiques. En effet, certaines connexions initialement présentes s'affaiblissent ou disparaissent, tandis que celles qui subsistent deviennent plus robustes et spécifiques. Cette réorganisation synaptique permet d'optimiser les circuits neuronaux, rendant les mouvements plus précis et coordonnés. Ainsi, loin d'être une simple perte, l'affaiblissement des connexions contribue à l'amélioration des performances. Il est donc essentiel de ne pas attribuer une valeur morale à la création ou à la destruction de connexions neuronales. Ces mécanismes ne sont ni bons ni mauvais en soi, ils sont simplement les moyens par lesquels le cerveau apprend et s'adapte. Que ce soit en renforçant des circuits existants ou en supprimant ceux qui ne sont plus nécessaires, le cerveau ajuste continuellement son architecture en fonction des besoins et des expériences. Ces processus sont les fondements même de l'apprentissage, de la mémorisation et du développement des compétences tout au long de la vie. La neuroplasticité et l'apprentissage est un processus qui se déroule en deux étapes. La première étape a lieu lors de l'exposition au matériel et nécessite d'être concentré et attentif sur le matériel que l'on essaie d'apprendre. La deuxième étape est la réorganisation des connexions neuronales, c'est-à-dire leur renforcement, leur affaiblissement ou un mélange des deux. Cette deuxième étape n'a pas lieu lors de l'apprentissage du matériel, mais durant le sommeil qui suit cet apprentissage. Concentrons-nous d'abord sur la première étape.
Pour cette étape, il est essentiel d'être concentré et attentif au matériel que l'on essaie d'apprendre, parce que c'est précisément cette attention qui indique au système nerveux quelles connexions neuronales doivent être créées ou renforcées, ou au contraire, lesquelles doivent être affaiblies. Il est donc essentiel d'être particulièrement alerte et attentif tout au long de la session d'apprentissage. Et je te vois venir, tu te demandes sûrement ce que tu dois faire ou ce que tu dois prendre pour améliorer tes niveaux d'attention. Et voilà ce que tout le monde devrait prendre, une bonne nuit de sommeil. Bien dormir la nuit d'avant est crucial. On sait pour sûr qu'une bonne nuit de sommeil est le meilleur moyen d'augmenter ses niveaux de concentration et d'attention. Et j'insiste sur ce point. C'est impossible d'atteindre des conditions de révision optimales sans une bonne nuit de sommeil. En plus du sommeil, un autre facteur souvent sous-estimé est le stress. Mais est-ce que tu savais qu'une petite dose de stress peut en réalité être bénéfique? Il augmente ta vigilance et t'aide à mieux retenir certaines informations. Mais attention, trop de stress devient nocif pour la concentration. Alors comment équilibrer cela? Il est important de reconnaître que l'on ne peut pas éliminer toutes les sources de stress, mais on peut s'assurer que leur impact reste modéré. Il existe de nombreuses ressources sur Internet pour t'aider à gérer ton stress, et je t'invite notamment à aller voir le travail de Ali Akram sur les bénéfices d'un changement d'état d'esprit autour du stress. Pour aujourd'hui, je ne vais pas m'aventurer dans ce sujet-là, puisqu'on en parlera dans un des prochains épisodes avec le développement d'un growth mindset. Comme on vient de le voir, être attentif au matériel est essentiel. Mais alors que se passe-t-il si tu as des difficultés à rester concentré? Cela peut paraître paradoxal, mais c'est en réalité une bonne chose. La résistance mentale que tu ressens face à la concentration est en fait un indicateur d'apprentissage. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'en luttant pour rester attentif que le cerveau travaille à réorganiser ses connexions neuronales. Justement, si tu trouves l'exercice facile, tu n'apprends probablement rien de nouveau, car ton cerveau ne fait que réutiliser des circuits déjà établis. Beaucoup d'entre nous aspirent à cet état de flow, cet état mental où l'on se sent absorbé par une tâche, où tout semble couler de source. Mais en réalité, cet état est loin d'être idéal pour l'apprentissage. L'état de flow est une indication que tu as déjà une maîtrise du sujet, que le défi est à ta portée. Or, pour véritablement apprendre, il faut bannir cet état de flow et embrasser la frustration et la difficulté. C'est en luttant contre ces obstacles que ton cerveau est poussé à se remodeler. Alors pourquoi ressentons-nous cette frustration? Tout simplement parce que notre cerveau, lorsqu'il est confronté à une nouvelle tâche, doit créer de nouvelles connexions. Et ce processus est exigeant. Chaque fois que ton attention dévie ou que tu ressens une résistance, c'est un signe que tu es en train d'apprendre. Le plus important est de ramener constamment ton attention sur le matériel, d'autant plus lorsque cela est difficile. Dans le cas des troubles de l'attention, on sait que ces personnes sont capables d'orienter rapidement et durablement leur attention sur des sujets qui les intéressent fortement. Au contraire, ils ont beaucoup de mal à s'engager attentivement dans une activité qui ne les excite pas. C'est donc essentiel pour toi d'être capable de diriger et de maintenir volontairement ton attention sur le matériel et de reporter encore et encore ton attention sur celui-ci lorsqu'elle dévie. En résumé, l'apprentissage est un processus bien plus complexe qu'il n'y paraît. Il ne s'agit pas simplement d'être exposé au matériel, à de nouvelles informations, mais de fournir les conditions nécessaires pour que le cerveau puisse les intégrer. Sommeil, gestion du stress, attention volontaire et tolérance à la frustration sont autant de clés pour réussir à convertir tes efforts en connaissances durables. Et rappelle-toi, si c'est difficile, c'est probablement que tu es sur le bon chemin. Maintenant, nous allons voir les différentes manières par lesquelles tu pourras améliorer ton attention. Pour les personnes avec des troubles de l'attention, je compte faire un épisode prochainement dédié à la compréhension de ces troubles et aux méthodes que vous pourrez appliquer. En attendant, les méthodes dont nous allons discuter aujourd'hui sont universelles et applicables à chacun. Nous débuterons par les techniques comportementales qui ne nécessitent ni médicaments ni suppléments, mais simplement des ajustements de tes habitudes quotidiennes. Un exemple classique est la méditation. De nombreuses études ont montré qu'une pratique quotidienne de mindfulness, où tu t'assois, tu fermes les yeux et tu te concentres sur ta respiration, les sensations de ton corps, et où tu ramènes délibérément ton attention sur ta respiration dès que celle-ci dévie dans tes pensées, une telle pratique de 5 à 10 minutes par jour suffisait pour observer des effets significatifs sur l'attention et la mémoire. Cette technique est à la fois simple et puissante. En plus de ses effets bénéfiques sur l'attention, la méditation offre une multitude d'avantages dans d'autres aspects de la vie, comme la réduction du stress et l'amélioration du bien-être général. La méditation permet d'entraîner ton système nerveux à délibérément revenir, à se reconcentrer sur l'objet d'étude, ce qui est une compétence essentielle pour bien réviser. Un épisode va sortir prochainement sur la méditation, dans lequel on abordera en détail l'ensemble des bienfaits
d'une pratique régulière. Pour l'instant, retenez ceci. Une pratique quotidienne, même courte, fait une différence. Si tu manques une journée, pas de panique. L'important est de persévérer et d'adapter cette pratique à ton emploi du temps de manière durable. Sache que tu peux la placer à n'importe quel moment de ta journée. Passons maintenant aux techniques pharmacologiques. Il existe de nombreux suppléments censés améliorer l'attention et la mémoire, et si nous ne devions en retenir qu'un seul, ce serait probablement la caféine. Une question toutefois est combien en faut-il réellement pour observer une amélioration de l'attention? Pour ressentir des effets optimaux sur la vigilance, il est recommandé de consommer entre 1 et 3 mg de caféine par kilogramme de poids de corps, tout en veillant à ne pas dépasser les 400 mg par jour. À titre d'exemple, un espresso contient entre 70 et 80 mg de caféine, donc pour moi qui fais 70 kg, je dois donc prendre entre 70 et 210 mg de caféine d'un coup pour avoir une amélioration significative de mon attention. Je prends donc généralement mes espressos par deux. Il faut aussi savoir que la caféine fait effet 30 minutes après l'ingestion et le pic dure environ 1 heure. Je vous encourage aussi à ne pas prendre de café 8 heures avant d'aller dormir à cause de sa demi-vie qui est de 4 à 6 heures et qui, même si elle ne t'empêche pas forcément de t'endormir, diminue la qualité de ton sommeil, notamment du sommeil paradoxal, et comme on va le voir, une bonne nuit de sommeil après l'apprentissage est essentielle. Il existe de nombreux autres suppléments et nootropiques sur le marché, je préfère ne pas les aborder aujourd'hui. Pour ceux qui seraient intéressés par ce genre de produit, je vous laisse faire vos propres recherches, vous pouvez notamment vous rendre sur examine.com. Et que faire si pour certains d'entre vous, la caféine provoque des tremblements ou une surexcitation? Un ajustement simple consiste à boire de l'eau avec une petite pincée de sel en même temps que votre café. Cela aide à stabiliser l'effet de la caféine et à minimiser les désagréments. Une autre option consiste aussi à associer la caféine à la L-théanine, un acide aminé que l'on retrouve notamment dans le thé vert et qui peut aider à modérer les effets stimulants de la caféine. Pour ceux d'entre vous qui ont un crash d'énergie en début d'après-midi, je vous conseille d'attendre entre 1h30 et 2 heures avant de boire votre premier café le matin. Cela devrait permettre d'enlever le pic de fatigue de début d'après-midi. Nous venons de voir comment optimiser la première étape du processus d'apprentissage. On va donc pouvoir maintenant se concentrer sur la deuxième partie du processus, et certainement la plus négligée, car elle n'a pas lieu pendant l'exposition au matériel, mais durant le sommeil. En particulier, durant la phase paradoxale du sommeil, aussi appelée REM sleep pour Rapid Eye Movement, en référence au mouvement rapide des yeux durant cette phase. Nous n'aborderons pas tous les mécanismes liés à la consolidation des souvenirs et des changements plastiques du système nerveux, car cela prendrait trop de temps. Dans le cadre de la discussion d'aujourd'hui, vous avez juste besoin de comprendre que les changements dans les connexions neuronales, que ce soit le renforcement, l'affaiblissement ou la création de nouvelles connexions, ont lieu en grande partie durant le sommeil et non en même temps que l'exposition au matériel. Je répète pour que ce soit clair, la consolidation des changements dans la plasticité du système nerveux se fait en grande partie durant le sommeil après la phase d'exposition. Ainsi, il est tout aussi important d'avoir une bonne nuit de sommeil après une journée d'apprentissage que d'être concentré durant cet apprentissage. Or, c'est une partie que beaucoup d'étudiants et que peut-être toi aussi, tu as tendance à négliger. En tout cas, c'est une partie que j'ai longtemps négligée. Si tu as tendance à réviser jusqu'à tard le soir quitte à ne dormir que quelques heures, sache qu'une grande partie de tes révisions n'auront servi à rien. Tu ferais mieux de moins réviser et de privilégier un meilleur sommeil. Investir de nombreuses heures dans tes révisions, si tu dors mal, revient à ne presque pas réviser. Pour cette raison, dans un futur épisode, je t'expliquerai comment optimiser ton sommeil pour en tirer le maximum. En attendant, mon conseil est simple, essaye de dormir suffisamment au moins 80% du temps. Et par suffisamment, j'entends entre 6 et 9 heures par nuit en fonction des gens et de la quantité d'apprentissage nécessaire. Et oui, si tu es en période de révision, tu vas avoir besoin de dormir plus. Tu pourras trouver un lien dans la description vers un protocole détaillé et concis des différentes manières d'optimiser ton sommeil. Le protocole est en anglais, mais tu pourras le traduire facilement. Un concept clé à comprendre ici est l'effet de la première nuit. Comme son nom l'indique, cet effet se réfère à l'importance cruciale de la première nuit de sommeil après un apprentissage. C'est durant cette nuit que la majorité de la consolidation des informations a lieu. Si pour une raison quelconque, cette première nuit est compromise, la consolidation se fera tout de même lors des nuits suivantes, mais de manière beaucoup moins complète. Encore une fois, je sais que pour certaines personnes c'est compliqué de soigner son sommeil, mais j'insiste, c'est la chose la plus importante que tu puisses faire non seulement pour ton apprentissage et ta neuroplasticité, mais aussi et surtout pour ta santé mentale et physique. Tu te demandes peut-être est-ce qu'il existe un moyen de rattraper un déficit de sommeil, et heureusement oui. On a vu juste avant que la méditation permettait d'augmenter la concentration, et si je te disais qu'il existe une technique similaire,
qui permet d'augmenter la neuroplasticité et de compenser en partie le manque de sommeil. Il s'agit d'une forme de méditation appelée Yoga Nidra ou NSDR pour Non-Sleep Depressed. Ce sont des formes de méditation guidée qui te placent dans un état de relaxation profond, proche du sommeil. Ces pratiques déclenchent des mécanismes similaires à ceux de la consolidation des souvenirs observés durant le sommeil et peuvent être utilisées directement après une session de travail pour optimiser la rétention. Elles permettent aussi de te revigorer mentalement et physiquement au cours de la journée. Par exemple, après une nuit courte, une session de yoga nidra le matin peut améliorer ta vigilance. L'après-midi, cela peut fonctionner comme une sieste réparatrice, tandis que le soir, ces techniques peuvent t'aider à t'endormir ou à te rendormir en cas d'insomnie. Personnellement, ça va faire 2 ans que j'utilise ces méditations quotidiennement, 1 à 2 fois par jour pour me redonner de l'énergie. Que tu dormes bien ou pas, je t'encourage fortement à incorporer une session de yoga nidra dans ton emploi du temps pour améliorer ta neuroplasticité et ton énergie. Il y a un script pour ceux intéressés dans la description. Avant de passer à la suite, on va faire un petit récap de tout ce qu'on vient de voir. Tu sais maintenant ce qu'est la neuroplasticité et quels sont ses mécanismes. Je te rappelle que l'apprentissage se fait en 2 temps, un premier lorsque tu es face au matériel et l'autre pendant ton sommeil. On a aussi vu comment améliorer ton attention via la méditation et la caféine et comment réduire l'impact d'un manque de sommeil. Et par-dessus tout, on a vu qu'il fallait embrasser la difficulté et la résistance et que les deux étaient un signe d'apprentissage. Maintenant, on va voir comment les meilleurs étudiants révisent et voir si on peut en tirer quelques astuces. T'es sûrement déjà demandé quelles sont les habitudes des étudiants qui excellent, à quoi ressemble leur journée, combien de temps est-ce qu'ils travaillent, comment est-ce qu'ils restent motivés. Eh bien, il s'avère que des chercheurs se sont posés les mêmes questions. Kali et des collègues ont mené une étude intitulée Study Habits of Highly Effective Medical Students. Cette recherche se concentre sur l'exploration des habitudes de travail de ces étudiants et examine leur corrélation avec la réussite académique. L'objectif est de mettre en lumière les stratégies d'apprentissage communes aux étudiants ayant des performances académiques élevées et de formuler des recommandations concrètes pour améliorer les performances des autres étudiants. L'étude révèle plusieurs pratiques caractéristiques des étudiants en médecine les plus efficaces. Ces pratiques, qui se déclinent en stratégies organisationnelles et comportementales, constituent des piliers de leur réussite académique. La première habitude que font tous ces étudiants, c'est que ces étudiants s'efforcent de prévoir dans leur emploi du temps des moments dédiés spécifiquement aux révisions. Ils ne se contentent pas de réviser de manière aléatoire ou improvisée, mais intègrent rigoureusement ces séances dans leur emploi du temps quotidien. Cette gestion proactive du temps leur permet de structurer leur travail et d'éviter la surcharge cognitive associée à l'apprentissage intensif de dernière minute. Un autre aspect fondamental de leur méthode de travail est la capacité à créer un environnement d'études exempt de distractions. Ils privilégient l'étude en solitaire, sans distraction et surtout sans téléphone portable afin d'éviter toute perte de concentration. Cette habitude reflète une maîtrise de soi qui leur permet de maintenir un haut niveau d'attention et d'efficacité pendant leur session d'apprentissage. Ces étudiants adoptent aussi une approche fragmentée du temps d'études. Ils travaillent 3-4 heures par jour, qu'ils répartissent généralement en 2 à 3 sessions de 90 minutes, afin de pouvoir rester concentrés tout du long. Ils diversifient aussi leur méthode d'apprentissage en consultant de multiples sources d'informations. Cela peut inclure les manuels, les articles scientifiques et les vidéos éducatives. Cette pluralité de perspectives permet d'enrichir le contexte d'études et d'améliorer leur compréhension des sujets complexes. En avant-dernier point, l'étude souligne également l'importance que ces étudiants accordent à l'enseignement aux autres. En aidant leurs camarades à apprendre certaines notions, ils renforcent leurs propres connaissances. Enfin, j'aimerais particulièrement attirer votre attention sur ce dernier point. Un trait distinctif de ces étudiants réside dans la clarté de leur vision à long terme. Ils possèdent une compréhension précise de leurs objectifs personnels et professionnels, ainsi qu'une conscience aiguë de la manière dont leurs choix actuels influenceront non seulement leur propre avenir, mais également celui de leur entourage. Cet alignement entre objectifs à long terme et actions quotidiennes semble jouer un rôle moteur dans leur motivation et leur persévérance. Et ce dernier point nous amène au prochain outil. Cet outil va non seulement te permettre d'améliorer tes résultats, mais aussi d'améliorer ta motivation, ton humeur, de réduire ton anxiété et d'avancer rapidement vers tes objectifs. Mais alors quel est cet outil? C'est très simple, il consiste à rédiger une vision détaillée de ton futur sur les 3 à 5 prochaines années. Je sais que ça peut paraître tiré par les cheveux, mais tu vas voir que c'est une technique bien connue et étudiée depuis des dizaines d'années qui s'appuie sur la théorie de la fixation d'objectifs. Je vais te faire un résumé rapide des différents domaines couverts par cette théorie
et des bienfaits qu'elle offre dans chacun de ces domaines. Puis, je te présenterai une étude de Shippers et Peterson, sortie en 2015, qui détaille comment structurer sa vision pour le futur et observe les effets de cette méthode sur la réussite académique de 700 étudiants européens et américains. Donc tout d'abord, la théorie de la fixation d'objectifs, Goal Setting Theory en anglais, est une théorie fondatrice dans le domaine de la motivation. Elle a été formulée par Edwin Locke au milieu des années 1960 et demeure à ce jour l'une des approches les plus influentes tant dans les milieux managériaux qu'académiques. Et pourquoi cette théorie est-elle si efficace et comment peut-elle transformer ton approche de la performance? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Commençons par une question fondamentale. Qu'est-ce qui motive réellement nos actions? La réponse réside dans la définition d'objectifs clairs, spécifiques et stimulants. Lorsque nous nous fixons des objectifs bien définis, nous engageons notre attention et nos efforts de manière plus ciblée. Les études sont claires, des objectifs précis permettent de guider nos comportements et d'augmenter nos performances. En effet, cette précision dans nos objectifs permet de guider nos comportements en réduisant l'ambiguïté et en facilitant l'évaluation de nos progrès. Mais est-ce suffisant de simplement définir des objectifs? Pas tout à fait. Il s'avère que pour renforcer notre motivation, nous devons envisager les obstacles potentiels et établir les solutions en avance. Cela permet de ne pas rester bloqué en cas d'obstacle et de libérer des ressources mentales tout en diminuant le stress. Un programme de fixation d'objectifs efficace ne s'arrête donc pas à une simple liste de choses à accomplir. En plus des solutions aux obstacles potentiels, pour maximiser l'efficacité de ce processus, il est essentiel de lier des objectifs à court terme à des objectifs à long terme. En effet, chaque gros objectif doit être suivi d'une série de sous-objectifs. Cette approche hiérarchique fournit une feuille de route claire, favorisant la persistance et la motivation. D'autres chercheurs ont aussi montré qu'une telle hiérarchisation des objectifs permettrait d'inhiber des comportements contre-productifs. En effet, en activant les grands objectifs, les étudiants sont capables de mieux résister à la procrastination ou aux distractions comme la télévision ou le téléphone. La fixation d'objectifs améliore donc l'autorégulation. Mais attention, pour être efficace, les objectifs doivent être suffisamment ambitieux pour stimuler la motivation, sans pour autant être si difficiles que l'échec devienne trop probable. Il faut donc rester réaliste tout en étant suffisamment optimiste. Sur un plan plus neurobiologique, le système dopaminergique joue un rôle clé dans notre motivation. Il est maintenant prouvé que notre cerveau cartographie l'avancement vers nos objectifs et que les objectifs clairs permettent de libérer de la dopamine, une molécule associée au plaisir et à la motivation. Chaque progrès, aussi petit soit-il, est donc perçu positivement et nous pousse à continuer. D'un point de vue cognitif, la fixation d'objectifs structure l'attention et influence l'évaluation émotionnelle des événements. Les objectifs donnent donc le contexte avec lequel ton expérience subjective sera construite. La fixation d'objectifs te permet de choisir des stratégies pertinentes et d'orienter tes actions vers la réussite de tes objectifs, ce qui augmente ton énergie, ta persistance et ta motivation. Et en plus de favoriser les émotions positives, la mise en place d'objectifs permet de réduire les émotions négatives. En effet, une hiérarchie d'objectifs bien organisée réduit l'entropie mentale, diminuant ainsi les chances que l'anxiété ou l'évitement compromettent à la fois la santé mentale et la productivité. En effet, plus un objectif est clair, moins il laisse de place aux incertitudes et aux menaces. C'est un facteur clé pour réduire le stress et améliorer la résilience émotionnelle. En résumé, la théorie de la fixation d'objectifs offre une approche structurée et puissante pour améliorer la motivation, la performance et l'autorégulation. Qu'il s'agisse de progresser dans vos études ou de viser des objectifs personnels, la fixation d'objectifs spécifiques, ambitieux mais atteignables, associés à une compréhension claire des obstacles potentiels, représente un levier pour réussir. Maintenant que nous avons vu les bases théoriques et les mécanismes neurobiologiques qui sous-tendent la fixation d'objectifs, intéressons-nous aux résultats concrets, notamment dans le domaine académique. Une étude récente de Shippers et Peterson, sortie en 2015, a testé l'efficacité de la fixation d'objectifs sur la réussite académique en se concentrant sur des populations sous-performantes, en particulier les hommes et les minorités ethniques. Les auteurs proposent que la mise en place d'objectifs précis pourrait améliorer la motivation et la performance académique, en particulier chez les groupes sous-performants. L'intervention consistait à faire éclore aux étudiants pendant 1h30 leur vision. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Après un an de suivi, l'intervention a significativement amélioré les performances académiques, notamment chez les hommes et les étudiants issus de minorités ethniques. L'étude a montré que l'écart de performance entre les hommes et les femmes avait été réduit de 98%,
L'écart entre les groupes ethniques s'est réduit de 38% après un an et atteignait 93% après 2 ans. Plus impressionnant encore, les hommes issus de minorités ethniques ont vu une augmentation de 44% des crédits obtenus et une amélioration de 54% du taux de rétention en master. Après avoir vu tout ça, j'espère vous avoir convaincu des résultats prometteurs de cette technique. Si c'est le cas, vous vous demandez sûrement comment vous pouvez en bénéficier aussi. Il se trouve que le script utilisé par les chercheurs est disponible en ligne sur selfauthoring.com pour 15 € en individuel si vous prenez uniquement la version basée sur le futur, mais vous pouvez aussi avoir tout le catalogue complet, passé, présent, futur, pour 30 €. J'ai moi-même acheté la suite complète et elle m'a grandement aidé à cartographier mon passé, à déterminer où est-ce que j'en étais à ce moment-là et à voir où est-ce que je voulais aller. J'ai fait ces exercices pendant une période de crise et je t'encourage, si tu as des souvenirs douloureux que tu traînes encore et si tu es perdu, à prendre la suite complète. Même si le programme est en anglais, les scripts sont aisément traduisibles. Et pas de panique, pour ceux qui n'ont pas envie d'acheter le programme, j'ai préparé un résumé des étapes clés de l'intervention dans un Google Doc. Bien que ces instructions ne soient pas aussi détaillées que celles de la version payante, elles vous fourniront néanmoins une base solide pour démarrer. Avec un peu de persévérance et d'engagement personnel, vous devriez être en mesure d'atteindre des résultats similaires. Lorsque vous ferez le programme, assurez-vous d'être seul, de couper les distractions et de ne vous consacrer qu'à la rédaction de votre vision pour 2-3 heures. Vous pouvez prendre des pauses de 10-15 minutes, mais assurez-vous de tout faire en une seule fois. Maintenant, revenons sur nos étudiants en médecine. Quelles sont les habitudes essentielles à retenir? Premièrement, révisez seul, sans distraction, sans notification et donc sans téléphone à proximité. Une fois que vous avez appris votre cours, essayez d'aider d'autres personnes ou discuter du cours avec des amis. Pensez à varier les sources d'apprentissage grâce à des vidéos, des livres et des podcasts. Et prenez le temps de construire un planning de révision dans lequel vous découpez vos sessions afin d'éviter une surcharge cognitive. Maintenant que nous avons exploré les outils et techniques pour optimiser nos conditions d'apprentissage, ainsi que la manière de développer une vision claire de notre avenir, il est temps de nous pencher sur la question centrale de l'épisode. Comment réviser efficacement? Que vous soyez en pleine préparation d'examen, en train de lire un livre, d'écouter un podcast, ou simplement de mémoriser des éléments du quotidien, comme des prénoms ou des anecdotes, la question clé est comment ancrer durablement ces informations dans notre mémoire. Pour cela, j'aimerais changer votre perspective sur l'apprentissage et les révisions. Nous avons vu que pour apprendre quelque chose, il fallait être attentif et qu'ensuite, pendant notre sommeil, les connexions seraient consolidées. Et tout ça est parfaitement vrai. Mais il manque quelque chose. On n'a pas pris en compte le fait que la grande majorité des informations auxquelles nous sommes exposés sont oubliées en quelques heures. Vous connaissez peut-être déjà la célèbre courbe d'Ebbinghaus. Le travail d'Hermann Ebbinghaus, pionnier de la psychologie expérimentale, a marqué une avancée majeure dans notre compréhension de la mémoire. À travers des expériences répétées sur sa propre capacité de rétention, il a constaté que l'oubli n'est pas linéaire, mais suit une progression exponentielle. Plus précisément, il a observé que nous perdons une grande partie des informations apprises juste après les avoir vues. Cependant, ce déclin de la mémoire ralentit avec le temps. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Ebbinghaus a montré que dans l'heure qui suit l'apprentissage, près de 50% de l'information est oubliée si elle n'est pas révisée. Après 24 heures, cette perte peut atteindre 70%. Puis le taux d'oubli continue de baisser, mais à un rythme beaucoup plus lent. Cela signifie que sans effort de rappel ou de répétition, une grande partie de ce que nous apprenons disparaît rapidement. Ce concept nous invite donc à repenser notre façon d'étudier. Il ne faut pas étudier pour apprendre, mais pour compenser l'oubli naturel des informations. C'est certainement le point le plus important de l'épisode. Il faut absolument que tu abordes tes révisions comme un moyen de compenser l'oubli naturel du matériel. Nous allons donc explorer les méthodes et outils qui te permettront d'atteindre cet objectif. Tout d'abord, je tiens à faire une petite parenthèse pour revenir sur le concept généralement partagé des styles d'apprentissage. Beaucoup d'étudiants pensent qu'ils sont plus visuels, d'autres plus auditifs et d'autres encore pensent qu'ils sont plus manuels. Mais en réalité, de nombreuses études ont démontré que la préférence pour un certain style d'apprentissage n'avait aucun effet sur l'apprentissage final. D'autres études ont aussi montré que varier les médiums par lesquels on apprend permettrait un meilleur apprentissage. Je t'invite donc à ne pas t'enfermer sur un seul style d'apprentissage, mais à varier les styles. Un bon moyen de faire ça est de regarder des vidéos sur YouTube qui jouent sur différents médiums. C'est tout pour cette petite parenthèse, on va pouvoir revenir au sujet principal. Alors, quelle est la manière la plus efficace de contrer cet oubli naturel? La réponse va sûrement te sembler contre-intuitive. En effet, beaucoup d'entre nous pensent que la solution consiste simplement à relire ou à réétudier le contenu de son cours,
Mais il y a une approche bien plus puissante, le test, plus précisément, se tester soi-même. Oui, vous avez bien entendu, pour réviser efficacement, vous allez devoir vous tester. Pourquoi se tester particulièrement et pas juste relire ou réétudier le cours? De nombreuses études ont montré que se tester entraînait de meilleurs résultats comparé à une réexposition au matériel, comme relire son cours ou ses notes. C'est ce qu'on appelle l'effet de test. Je sais que chez la plupart des gens, le terme test ou évaluation est fortement associé à quelque chose de négatif. Peut-être même que c'est une source de stress et d'anxiété pour toi, mais rassure-toi, dans le cadre de cet épisode, j'entends tout autre chose par le terme tester ou évaluer. Lorsque tu entends le mot test ou évaluation, tu penses sûrement à une personne qui est évaluée sur ses connaissances ou sa compréhension d'un domaine particulier et sera donc jugée comme ayant réussi ou échoué, adéquate ou inadéquate en fonction de sa performance. Cette définition implicite ne reflète pas les contextes dans lesquels les avantages de l'effet de test ont été établis. Ici, je t'encourage à voir le fait de te tester comme une activité d'apprentissage sans enjeu permettant de guider tes révisions. L'effet de test est un phénomène étudié en psychologie de l'éducation depuis plus d'un siècle et malgré cela, il est encore aujourd'hui rarement pris en compte dans le système éducatif. Cet effet a été démontré la première fois en 1917 par Arthur Irving Gates lors d'une tâche de mémorisation. Et bien que les standards de la recherche aient évolué depuis, ces résultats ont été répliqués et élargis par de nombreuses autres études. Pour des raisons de temps, je vais détailler uniquement une seule d'entre elles et je me contenterai de présenter les résultats et les conclusions des autres études. Rodiger et Karpik en 2006 ont travaillé avec des étudiants en leur demandant de lire des passages d'environ 250 mots. Les auteurs ont ensuite comparé 3 conditions. La première condition, les étudiants devaient lire le texte pendant 5 minutes et ce 4 fois. Dans la deuxième condition, les étudiants devaient lire le texte 3 fois, puis lors de la dernière phase d'apprentissage, ils devaient réaliser un test de rappel où ils devaient rappeler tout ce qu'ils pouvaient sur une feuille blanche. Enfin, dans le dernier groupe, les étudiants étaient exposés une seule fois au matériel, donc ils ne pouvaient lire qu'une seule fois le texte, puis après ils réalisaient 3 tests de rappel sur une feuille blanche. Leur rétention des informations du texte a ensuite été évaluée immédiatement et une semaine plus tard, afin de voir quelle méthode de travail a été la plus efficace. Et que pensez-vous qu'ils ont découvert? De manière intéressante, les résultats différaient significativement selon le moment où le test final était effectué. Lorsque le test final était immédiatement après la période d'étude, c'est le groupe de relecture qui avait les meilleurs résultats. Ce résultat suggère donc que la relecture est plus efficace lorsque l'information à apprendre est uniquement nécessaire à court terme. Cependant, lorsque l'objectif est la rétention à long terme, le test est plus efficace. Les chercheurs ont découvert que lorsque le test final était retardé d'une semaine, les résultats étaient inversés. Le groupe testé 3 fois obtenait 21% de meilleurs résultats que le groupe de relecture. Le test avait donc un impact plus grand sur la rétention à long terme que la relecture répétée. Et les participants testés à plusieurs reprises ont montré une meilleure rétention que ceux testés une seule fois. Cela permet donc de soutenir l'idée du test comme un outil d'apprentissage. Il se trouve que les auteurs ont aussi demandé aux étudiants leur niveau de confiance dans leur apprentissage, et le résultat était plutôt surprenant. Les étudiants de la condition relecture étaient bien plus confiants dans leurs connaissances que les étudiants des 2 autres conditions, et ont pourtant eu les pires résultats, et de loin. Cette fausse assurance peut être l'une des raisons principales pour lesquelles le fait de se tester n'a pas encore gagné en popularité parmi les étudiants. En effet, les étudiants préfèrent les méthodes d'études passives parce qu'elles produisent des bénéfices à court terme, et les chercheurs ont montré que les étudiants utilisent souvent des stratégies d'apprentissage inefficaces parce qu'ils fondent leurs prévisions de performance future sur ce qui produit des gains rapides à court terme. Cette impression de savoir au court terme nous trompe et nous conforte pour le long terme. Ainsi, se tester non seulement renforce nos connaissances, mais nous donne une évaluation plus réaliste de notre niveau. Je vais maintenant vous présenter une série de trouvailles provenant d'un résumé de la littérature sur le sujet, car l'on ne va pas avoir le temps de plonger dans le détail de chacune des études. La première grande trouvaille est que l'accès à un feedback permet de meilleurs résultats à l'examen, peu importe le type de test que l'on fait. De plus, le feedback était d'autant plus efficace lorsque l'on n'était pas sûr de la réponse et lorsque la réponse initiale était fausse. De nombreuses études ont aussi montré que le fait de se tester permettait un transfert des connaissances sur des sujets liés, et donc une meilleure flexibilité du savoir. Une étude a comparé l'effet de test entre 3 groupes d'étudiants. Un groupe était testé immédiatement après l'exposition au matériel et recevait un retour de ses erreurs et des bonnes réponses. Un deuxième groupe était exposé au matériel, puis devait attendre un délai, puis était testé avec feedback, puis il y avait encore un délai, et enfin l'examen final. Un troisième groupe avait un long délai, puis un test avec feedback la veille de l'examen, et ensuite
à l'examen final. Et d'après vous, lequel de ces groupes va le mieux performer, sachant que le délai peut varier de quelques jours à quelques semaines? Peu importe la durée du délai, le résultat est toujours le même et honnêtement contre-intuitif. C'est le premier groupe qui a le mieux performé, malgré le long délai sans exposition. Personnellement, j'aurais parié sur le dernier groupe qui a pu revoir le matériel la veille, mais non. Ces résultats sont fondamentaux et impliquent que pour profiter au maximum de l'effet de test, il faut se tester le plus tôt possible après l'apprentissage. Cette dernière étude nous montre donc l'importance de se tester juste après l'exposition au matériel. Ainsi, ne sautez pas directement sur votre téléphone après les cours. Essayez de limiter les distractions jusqu'à ce que vous soyez testé. Je vous encourage à prendre quelques secondes ou minutes à la fin d'un cours pour essayer de vous remémorer les points importants. Puis, allez regarder dans vos notes pour voir ce que vous avez oublié et ce que vous avez déformé. Encore une fois, ça n'a pas besoin d'être long. Prenez seulement 1 à 2 minutes pour le faire, avant de vous lever et de partir. En conclusion, les tests lorsqu'ils sont utilisés comme une stratégie d'enseignement améliorent la rétention et la récupération de l'information. Ils permettent également d'organiser l'information dans la mémoire de manière à pouvoir l'appliquer de façon flexible dans différents contextes. Je finirai en vous lisant la conclusion de Sally Binks. Je cite, « Des pratiques comme le test, qui rendent l'apprentissage initial plus difficile mais conduisent à une meilleure rétention à long terme et au transfert des connaissances, peuvent sembler contre-intuitifs pour les enseignants et les apprenants. Cependant, les preuves des avantages directs et indirects des tests sur l'apprentissage et le transfert sont si solides et cohérentes que les éducateurs feraient une erreur en ne les utilisant pas comme une stratégie pédagogique, que ce soit dans l'enseignement universitaire ou dans le développement professionnel post-licence. » Mais alors comment se tester? Quel est le meilleur type de test? Les preuves sont claires. Lorsque l'objectif du test est de favoriser l'apprentissage, les tests qui demandent aux apprenants de produire des réponses aux questions sont supérieurs aux tests à choix multiples ou à d'autres types de tests de reconnaissance. La récupération est plus difficile lorsque le test exige de se souvenir ou de produire des informations plutôt que de reconnaître du matériel déjà vu. Ainsi, pour améliorer l'apprentissage, il est préférable d'utiliser des tests à réponse courte plutôt que des tests à choix multiples. Et quand est-ce que l'on place nos tests dans le temps est tout aussi, voire plus important que le type de test que l'on fait. Une méta-analyse de Schueren et collègues a montré que se tester une fois juste après l'exposition, comparé à aucun test, entraînait une amélioration notable des performances des étudiants. Et une autre étude de Lill et Crawford en 2011 ont montré que les étudiants qui consacraient 5 à 10 minutes à la fin du cours pour répondre à 2 ou 4 questions obtenaient des résultats 8% plus élevés aux examens tout au long du semestre. Et cela, je le répète, avec uniquement un test immédiatement après de quelques minutes. Comme je vous l'ai dit plusieurs fois, l'objectif principal est de se tester pour contrer l'oubli naturel. Or, comme on l'a vu avec la courbe d'Ebbinghaus, si l'on répète l'exposition au matériel, alors l'oubli se fait plus lentement. Et on va profiter de cet avantage pour configurer notre plan de révision. Au début de l'apprentissage, nous avons vu qu'une grande partie des connaissances disparaissent en un jour. Il faut donc impérativement se tester durant les premières 24 heures pour compenser cet oubli. Et ensuite, combien de temps devrions-nous attendre avant le prochain test? 1 jour, 2 jours, 1 semaine? La réponse est 2 jours. Puisque cette fois-ci, l'oubli naturel de 70% des connaissances prendra environ 48 heures. Ensuite, on espacera de 3 jours, puis d'1 semaine, puis de 2 semaines, et enfin d'1 mois. Certains d'entre vous se demandent peut-être si faire des révisions régulièrement espacées ne serait pas mieux, mais des études ont montré que des révisions exponentiellement espacées avaient les meilleurs résultats, et soit dit en passant, permettent de limiter la charge de travail. Je vais maintenant vous expliquer en détail comment construire un système de révision qui reprend tous les bénéfices décrits précédemment. Pour commencer, je t'encourage à télécharger Anki App, c'est une application gratuite que j'utilise pour faire mes flashcards et me tester. L'application est simple à utiliser, je te conseille de faire des questions ouvertes et de faire toi-même tes flashcards, puisque cela te permettra d'apprendre ton cours en même temps. Une fois que tu as fini de convertir ton cours en flashcard et que tu l'as appris, tu vas pouvoir te rendre sur le tableau Excel qui se trouve en description. Une fois dessus, tu peux rentrer le nom du cours, puis entrer la date du jour en dessous, et automatiquement, tu auras toutes les dates de révision basées sur la courbe de Ebbinghaus. À ce moment-là, tu n'auras plus qu'à prendre ton téléphone, aller dans l'application Rappel et faire un rappel du style réviser CM3 neurosciences à toutes les dates indiquées sur le tableau. Maintenant, tu n'as plus à stresser en te demandant quel CM tu dois réviser et si tu les as oubliés. Ce système permet de tout automatiser. Tout ce qu'il te reste à faire est de réviser en quelques minutes chaque CM lorsque la notification tombe. Ce système demande un peu d'organisation au départ, mais je t'assure que tu gagneras bien plus de temps et de tranquillité d'esprit en prenant le temps de bien faire les premières étapes.
De plus, réviser un CM déjà appris ne prend pas plus de 5 minutes, ce qui fait que tu peux aisément trouver le temps dans ta journée de le faire. Et comme je t'ai dit, tu n'auras plus d'inquiétude à avoir. Le système est fait de sorte que les révisions arrivent avant l'oubli de l'information. Et surtout, si tu as de nombreux CM dans différents cours, savoir quand réviser quel CM et penser à le faire à temps est mission impossible. Tu vas te mélanger les pinceaux, tu vas en oublier certains, et quand tu t'en rendras compte, tu devras recommencer tout le travail d'apprentissage. Ce système t'évite ça. Tu n'auras plus à te prendre la tête sur quand réviser quoi, tout est automatique, tu pourras te concentrer sur d'autres choses. Pour finir l'épisode, j'aimerais vous donner une série d'astuces qui permettent d'optimiser vos conditions d'apprentissage. Ces astuces viennent du site Huberman Lab Podcast, qui est un podcast tenu par un neuroscientifique. Il a proposé notamment 9 techniques pour optimiser l'apprentissage. Je vais vous partager les 3 principales. Pour les curieux, vous trouverez le lien en description pour aller voir les autres. La première est une technique de respiration qui a pour but de vous rendre plus alerte. Je vais vous lire le protocole. Un moyen simple de devenir plus alerte consiste à prendre 25 à 30 respirations profondes en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Ensuite, expirez toute l'air et retenez votre souffle les poumons vides pendant 15 à 60 secondes. Puis, inspirez une fois et retenez votre souffle. Reprenez une respiration normale dès que vous ressentez le besoin de respirer. Cette deuxième technique se base sur le fait que la concentration mentale suit la concentration visuelle. Ainsi, pour augmenter ton niveau de concentration sur la tâche que tu t'apprêtes à accomplir, fixe un point sur un mur, un écran ou un objet pendant 30 à 60 secondes avant de commencer ton travail. Tu seras surpris de voir que cela demande un certain effort, et c'est cet effort que tu ressens qui correspond à un engagement attentionnel descendant et reflète l'activité des circuits neuronaux impliquant notamment la libération d'acétylcholine dans le cerveau. Attends-toi aussi à ce que ton attention vacille par moments, surtout au début d'une session de travail. Et la dernière technique est une technique basée sur l'effet de gap et consiste à prendre des pauses de 10 à 30 secondes toutes les 2 à 5 minutes durant lesquelles on ne fait rien. Les études ont montré que pendant ces pauses, les neurones de l'hippocampe et du cortex, qui sont impliqués dans la mémorisation, s'engagent dans le même pattern d'activation que durant l'activité d'apprentissage, mais 10 fois plus vite. Ce qui veut dire que durant la pause, tu as 10 fois plus de répétitions neuronales que pendant l'apprentissage. Ces pauses peuvent donc être prises toutes les 2 minutes environ, mais il ne faut pas chercher à être trop régulier ou précis sur le temps. On a couvert beaucoup de terrain aujourd'hui, donc récapitulons. Au fil de cet épisode, nous avons appris à faire fructifier nos révisions. Nous avons vu pourquoi le sommeil n'est pas un luxe, mais une composante essentielle à la consolidation de la mémoire, le manque de sommeil réduisant considérablement l'efficacité de toute révision. Nous avons exploré la courbe de l'oubli et pourquoi se tester activement est bien plus efficace que la simple relecture. Et rappelle-toi, tout comme un athlète ne peut devenir champion en répétant sans effort, ton cerveau ne peut excéder qu'en se confrontant aux défis, en répétant activement et en surmontant la frustration. Nous avons également exploré de nombreuses techniques pour améliorer ton attention, ta neuroplasticité, tes révisions et ta façon d'aborder le futur. Et crois-moi, si tu mets en place ces techniques, si tu optimises ton sommeil, ton attention et commences à voir la frustration comme un signe que tu es sur le bon chemin, alors tu seras imbattable dans ton apprentissage. Et surtout n'oublie pas, teste-toi pour compenser l'oubli naturel de l'information. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire pour me faire savoir ce que tu en as pensé. Tu peux aussi rejoindre l'aventure en t'abonnant à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram et à mon compte TikTok. Tu peux aussi t'abonner et laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. En tant qu'auditeur, je sais qu'on ne réalise pas toujours l'impact d'un abonnement ou d'une note 5 étoiles. Mais crois-moi, en tant que créateur, ces petites actions sont cruciales pour améliorer le référencement et continuer à faire grandir ce projet. Si tu as des amis ou de la famille qui pourraient être intéressés par le podcast, n'hésite pas à leur en parler ou même à le partager en story. Encore une fois, c'est le meilleur moyen de me soutenir et de participer à cette aventure. Merci pour ton soutien et ta curiosité. Et sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.